et donc une segmentation de la demande. Voilà, donc moi après, ce que j'aurais aimé, là il reste 10 minutes, j'aimerais bien mettre en place une discussion sur le pavillon français. Et j'ai quelques questions à vous poser par rapport à ces services que je vous ai présentés. Tout d'abord, c'est comment est-ce qu'on peut penser les solutionnements du futur dans les villes au réseau inachevé. Par là, j'entends qu'il n'y a pas un accès complet au réseau centralisé, et je ne plus Dakar dedans, considérant la fréquence des coupures ou le fait qu'on consomme pas l'eau potable pour la plupart des habitants, c'est qu'on n'est pas encore dans l'atteinte de ce modèle-là. Et est-ce que vous pensez que les kiosques que vous avez présentés, ils délivrent ce qu'on peut appeler un service public au sens où on entend actuellement? Est-ce que vous, dans votre secteur d'activité, vous percevez un changement de perspective sur les solutions hors réseau et urbain? Et enfin, quelle est votre perspective sur la soutenabilité de modèles comme ceux que j'ai exposés à l'instant? Voilà, j'attends en français comme en anglais. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant et je pense que ce que vous décrivez là, c'est finalement l'essentiel des villes d'Asie et d'Afrique. En fait, c'est pas limité à Dakar et à Bandung. Et ce qui est assez regrettable, c'est que finalement on abandonne la possibilité d'un réseau public de qualité et que les solutions des kiosques KO, etc., qui sont des solutions, je pense, pas du tout pérennes, qui sont des solutions de secours, deviennent peu à peu considérées comme les seules solutions. Et ça me laisse perplexe. Je pense que finalement, quand l'État n'investit pas, on se retrouve avec des solutions transitoires, mais qui deviennent des solutions définitives. C'est ce que je voulais vous demander, du coup, pourquoi vous considérez qu'elles ne sont pas pérennes, par exemple? Parce que déjà, ne pas avoir l'eau chez soi, c'est aller au kiosque, transporter l'eau, et pendant qu'on fait ça, ben, on fait autre chose. Et si c'est livré à domicile? Ça peut l'être, mais c'est beaucoup plus coûteux, il y a tout un problème aussi de gestion. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on se dit la bataille du réseau commun, du réseau de distribution par canalisation sous pression, semble, peut-être pas à Dakar, parce que comme vous l'avez dit, 95% sont quand même connectés, même si l'eau n'est pas potable, mais en tout cas à Bandung, on a l'impression que c'est fini, quoi. L'État ne veut plus aller dans un réseau commun. Dans les objectifs affichés, c'est quand même pour 2040, je crois, le but c'est quand même que tout le monde soit connecté au réseau à 100%. Donc c'est vrai que le taux d'évolution est assez faible. Mais il y a aussi une question de financement, tout simplement, de trouver des fonds pour développer ces réseaux-là. Dans l'absence de ces derniers, les solutions s'installent, mais comme vous l'avez dit, ce qui était peut-être une solution provisoire il y a quelques années, bien, la solution, moi en tout cas, je considère que c'est la norme de l'accès à l'eau potable. Et pour moi, il y a un aveuglement sur ces phénomènes. C'est-à-dire on ne peut pas le voir, mais c'est quand même en fait, c'est une intervention. À côté de là-bas, je sur la génération. Oui, bonjour. Bonjour. Damien. Damien Eco, c'est la direction générale de la protection civile et humanitaire pour la Commission européenne. Pour répondre à la question, et ça va un peu dans le sens de la intervention précédente, c'est l'eau à la maison, c'est de la corvée d'eau en moins, et c'est quand même énorme. La livraison d'eau, c'est de l'eau plus chère que l'eau déjà dans le robinet. L'eau la moins chère, c'est celle qui arrive directement par la gravité aux importations au robinet. L'eau à domicile sous forme de même livrée, ça veut dire que j'ai pas de machine à laver, c'est encore une corvée d'eau que je dois faire maintenant avec la main, qui est des corvées d'eau les plus solides. Ce modèle-là existe, il est très périn et il a fonctionné pendant des centaines d'années, tout simplement en Europe, où dans les réseaux urbains, il y avait des fontaines et même des gens qui allaient chercher l'eau et des gens qui transportaient l'eau pour d'autres gens. Ça pose des problèmes de santé publique parce que ça c'est bien quand c'est des bouteilles. Mais moi j'ai vu au Congo des épidémies de choléra
avec des bouteilles d'eau scellée, des bouteilles de bonbonne là. Mais l'eau, elle vient du lac. Elle n'est pas d'un endroit, d'une source considérée comme sûre pour boire. Donc ça génère énormément de problèmes de santé publique. Je pense que les enjeux, et là il y a le problème de financement, il y a le problème d'engagement aussi, de gouvernance en un sens, c'est est-ce qu'on veut que la population, pour garantir à la population un accès sécurisé à une eau dont on connaît la qualité, dont on garantit la qualité et la sécurité, et est-ce qu'on veut aussi permettre aux gens d'avoir un peu plus de temps que passer 4 heures à faire la lessive, passer entre une demi-heure et une heure à aller chercher l'eau au point d'eau, et surtout que ces points d'eau-là, alors là, on voit souvent ces bonbonnes, donc c'est aussi commercialisé, ça veut dire aussi des fois voilà ce que je disais tout à l'heure, des problématiques de prix qui font que quand on a une situation qui sont des situations précaires, on va aller forcément à l'eau la moins chère. Et notre seule analyse qualitative, c'est la clarté de l'eau. Et les pollutions, coliformes, tout ça, on le revoit. Ou alors c'est qu'il y en a beaucoup. Mais sinon, ça ne se voit pas, c'est transparent. Et donc ça pose vraiment problème sur le public. Je pense que c'est avant tout un problème de gouvernance et que revenir en arrière, c'est, à mon avis, acter quelque chose de facto, mais c'est pas forcément un progrès. Voilà. Ok. Non, c'est pour... Voilà, merci monsieur Gaudry. Moi je me présente, c'est Aziz Faye, je suis le coordinateur de la POSEAS, la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement au Sénégal. J'habite à Dakar et dans un quartier de la banlieue qui s'appelle Mbao. Et au kiosque, effectivement, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore vu ça au niveau de Dakar. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, effectivement, moi je me pose des questions sur la durabilité, parce que ces kiosques sont branchés au niveau du réseau Sen'Eau. Et le réseau Sen'Eau, l'eau qui vient du réseau Sen'Eau est surtout aux eaux potables. Mais aujourd'hui, avec, je ne sais pas, beaucoup de péripéties, les populations se posent la question de savoir est-ce que cette eau-là qui se dit eau potable, elle est réellement potable. C'est pourquoi donc les gens font recours peut-être à ces kiosques-là. Mais moi j'ai eu connaissance à une autre société, c'est la SCP, la Société de Canal de Provence, qui effectivement traite de ces questions-là. Mais eux, ils fournissent ce qu'on appelle la providence 12 et 13. C'est un système de filtrage, c'est un système de traitement. C'est du filtrage et du traitement par rayon ultraviolet. Alors au niveau de la région de Louga, le partenariat où je suis le coordinateur au niveau de Matam a travaillé avec la SCP et on a procédé à des mises en place de kiosques à eau dans les écoles avec la providence 13 de la SCP. Alors c'est extrêmement important en milieu rural parce que c'est branché au niveau des forages communautaires. Et en général, les forages communautaires, il n'y a pas de système de coloration ni de système de traitement. Donc l'eau est directement servie aux populations. Mais là où on a branché cette eau dans la zone de Niaï, où l'eau était extrêmement bouillante et il y avait beaucoup de dépôts, avec ce système de traitement, quand c'est comparé, il n'y a pas photo. Donc je crois que c'est bon, c'est kiosque, mais mieux vaut explorer peut-être le milieu rural où effectivement la qualité de l'eau ou bien les systèmes de coloration de l'eau ne sont pas dans la plupart des forages de l'eau. Voilà, merci. Merci. Je crois qu'il nous reste le temps pour juste une intervention peut-être. Je vais faire peut-être une intervention d'avocat du diable. Est-ce que l'eau sous pression dans toutes les maisons n'a pas sa limite aussi, vu aujourd'hui que la pénurie, l'environnement, quand on sait qu'on va donner dans une maison une certaine quantité d'eau et que même pas 1% va être bu, que tout le reste on a rendu propre à très grand prix, on va le rejeter sale et qu'il va falloir encore le nettoyer si on ne veut pas avoir un impact sur l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un autre modèle encore à inventer? Est-ce que notre modèle sous pression n'a pas sa limite? En plus, souvent, il y a des gens... Comment? Vous m'entendez pas? Voilà.
et peut-être que ça limite l'environnemental. Il y a aussi une question de moyens, l'eau, il faut la payer. Oui, c'est vrai. Et puis aussi peut-être, et je crois que je vais devoir terminer là-dessus, mais ce modèle sous pression que vous décrivez, moi en tout cas dans les villes que j'étudie, il n'existe pas vraiment. C'est un idéal vers lequel on tend, mais finalement la pression elle n'est pas continue, finalement une large partie de la ville est déconnectée. Et pour terminer, Dakar, le taux de connexion est de 98%. Et si on prend le taux de connexion sécurisé, c'est-à-dire une eau qui arrive en continu, etc., il est de 50%. Donc, de toute façon, on n'est même pas sur des modèles réellement comme ceux que vous avez En Afrique du Sud, il y a ce modèle dans les townships où on distribue une quantité d'eau. Ils ont fait ces compteurs un peu variables où lorsqu'on peut payer, ben, on a de l'eau sous pression dans toute la maison. Sinon, on a juste un filet d'eau gratuit au robinet le plus bas. Très bien, je vous remercie beaucoup et puis je vais graviter encore dans la zone si vous avez d'autres questions, si vous voulez discuter encore de ces sujets. Merci. Bonne journée à tous.